Vidéo numéro 2 pour la deuxième question posée aux personnes qui étaient présentes au REC 2024 à Toulouse. La question était, voilà, nous sommes face à une crise extrêmement grave, crise démocratique, crise économique, crise sanitaire, tout ce que vous voulez. Et les gens sont un peu démunis face à une information gazeuse où on ne sait pas trop ce qu'il faut croire, ce qu'il faut faire. On peut peut-être donner des conseils au public. C'est ce que j'ai demandé. D'être prudent et de ne pas croire n'importe quoi, mais enfin tout le monde dira la même chose, j'imagine. Oui, Oui, voilà, et surtout de pas repartager, de pas se précipiter en fait, de pas se précipiter. Prendre le temps de regarder, de prendre le temps de ne pas partager vite sous prétexte que ça pourrait dire quelque chose qu'on a envie de croire ou au contraire dont on a peur. Je trouve que c'est une question très difficile parce que crise, ça peut ça peut inclure plein de choses. Mais peut-être que je dirais dans beaucoup de cas, pas foncer dans le tas et prendre un peu de recul sur la situation, pas réagir trop à chaud, peut-être se poser un peu pour réfléchir à ce qui est en train de se passer, aux arguments éventuellement qui sont présentés. Peut-être pas réagir à chaud. Mais il y a des crises, c'est des situations d'urgence, donc bon, c'est peut-être difficile comme conseil, mais voilà. Alors moi, personnellement, quand il y a une crise, j'éteins tout. Donc je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Mais c'est ce que je dis aux jeunes. Je dis, n'allez pas sur X, sur je sais pas quoi, quand il y a un attentat, un truc. Vous n'allez pas trouver la bonne info avant au moins une semaine. Le temps que les journalistes ils aillent voir les flics, les machins, les rapports de police, la caméra de vidéosurveillance qui aurait été exploitée, le ceci, le cela. Donc en fait, personnellement, moi, quand il y a une crise, je ferme et je rallume au bout d'une semaine. Et là, je regarde personnellement, moi, les médias dans lesquels je trouve les journalistes travaillent le mieux, parce qu'ils ont plus de moyens et de temps, c'est service public, Arte, France TV, pour moi. C'est ne pas réagir à chaud, et surtout ne pas réagir sous le coup de l'émotion. C'est prendre du temps, justement, pour vérifier l'information calmement. Et surtout, c'est pas grave si on poste, si on retweet et tout 2-3 jours après. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on a les has-been, mais moi ça m'arrive de retweeter un mois après, tant que j'ai pas vu que j'ai pas vérifié s'il s'agit d'une vidéo ou quoi que ce soit. Si j'ai pas eu le temps de voir, eh bien je partage pas. En conseil, moi je dirais qu'il faut essayer de toujours vérifier les sources. Déjà s'il y a une source c'était pour une information, et vérifier la source pour voir si c'est une source plus ou moins valide. Après ça apporte d'autres questions, qu'est-ce que c'est une source valide? Mais essayer de chercher des références, je pense que c'est une première étape. Ne pas oublier que même ceux qui vont dire qu'ils vont défendre vos intérêts contre les puissants peuvent aussi vouloir vous manipuler. Malheureusement, c'est pas que l'apanage des gens qui sont au pouvoir. Alors pas se fier à ceux qui se prennent pour l'élite, je pense que c'est la première chose, ou qui disent qu'ils sont l'élite. Essayer de voir encore une fois ce que peuvent dire les sociétés savantes, même si on a vu qu'il y avait parfois des dérives. Mais du coup, regarder plusieurs sociétés savantes, quel que soit le domaine, que ce soit en sociaux, en épidémio, peu importe. Essayer aussi de voir si il y a des journalistes qui font bien le boulot, essayer de voir si eux ont travaillé dessus. Parce qu'eux en général ils essaient de prémarcher un peu le travail, mais qui suivent vraiment, bon c'est difficile à dire parce qu'on a vu que personne n'est infaillible, donc je sais pas si c'est assez précis, c'est des questions compliquées. La difficulté de la réponse, c'est partie de la réponse. C'est vraiment compliqué. Ne jamais faire confiance à des avis individuels et vraiment écouter ce que les agences vont nous dire, ce que les sociétés savantes vont nous dire, ou lorsque des institutions comme le CNRS ou l'INSERM ont à dire. Jamais faire confiance à la parole individuelle. C'est ton avis à toi? C'est mon avis à moi, qui est largement partagé, je pense. Écoutez les experts, pas un expert, les experts, voir ce qui se dit. S'il y a des discussions, se demander pourquoi il y a des discussions. S'il n'y a pas de discussion, se demander pourquoi il n'y a pas de discussion. Alors on va dire le moins mauvais avis au tenté, c'est toujours celui de la majorité des experts du domaine, tout en sachant que ce consensus peut évoluer et peut changer en fonction des nouvelles données. On l'a vu un peu avec le Covid, on en a eu on l'a vu aussi avec la guerre en Ukraine ou tout un tas de choses récentes. C'est très difficile justement de savoir à qui faire confiance en termes d'experts, mais je pense que justement
il ne faut pas aveuglément faire confiance aux autorités parce que ce sont des autorités, mais il faut savoir écouter les experts d'un domaine, c'est-à-dire pas forcément l'État ou les journalistes, mais vraiment les experts, les chercheurs d'un domaine qui normalement connaissent bien le sujet et savent mieux. Il y a moins de risques, il y a des risques, mais il y a moins de risques de se fourvoyer en se tournant vers des gens qui sont experts ou experts du sujet que d'autres gens. Ce n'est pas une garantie de qualité, mais il vaut mieux se tourner vers des experts du sujet sur lesquels on est en train de patauger, qu'ils soient sanitaires, politiques, militaires, économiques. Il vaut mieux des experts. Voilà. Le problème, c'est que c'est variable chez les experts, mais donc à nous de hisser le niveau d'exigence envers nos experts pour qu'il n'y ait pas de lien d'intérêt non déclaré, etc. Mais je pense qu'en première approximation, c'est tournez-vous vers les experts et pas vers des éditocrates ou des personnages qui se font une carrière médiatique sans réel pédigré de connaissances. C'est des heuristiques, c'est-à-dire une boussole, des outils, il n'y a pas de recette miracle. Mais au moins dans nos pays, on peut penser que les institutions scientifiques, que les académiques, les agences sanitaires, que les sociétés savantes sont une première boussole qui est probablement la plus crédible parmi toutes. Elles ne sont pas infaillibles, mais on va se tromper moins en leur faisant plutôt confiance, plutôt que celui qui parle le mieux, celui qui a le plus de diplômes, celui qui passe à la télé. Donc je pense que ça c'est une heuristique. Et puis après, on va découler un esprit critique pour affiner ça. Mais la première chose à faire, c'est de regarder les agences scientifiques, les institutions scientifiques. Qu'est-ce qu'en gros l'expertise collective? La science, c'est du collectif. Il vaut mieux s'en remettre à une élaboration collective plutôt qu'à tel ou tel expert proclamé, qui peut être expert peut-être ou pas. Et voilà. En théorie, ça devrait être faites confiance aux autorités de votre pays. Mais malheureusement, elles ont tendance à être furieusement incompréhensibles. Les avis, si vous regardez les trucs qu'écrit l'Agence nationale de sécurité des médicaments, c'est les champions des phrases avec 3 négations. Donc finalement, croyez des gens qui ont l'air de savoir de quoi ils parlent, qui donnent des sources si possible et qui expliquent d'où viennent les données sur lesquelles ils se fondent. En tant que crise, je dirais, méfiez-vous peut-être du risque de polarisation, ce qu'on appelle la polarisation, c'est-à-dire l'idée que la crise nous éveille tellement de sentiments, d'émotions négatives, dramatiques, qu'on en oublierait d'avoir une certaine connaissance rationnelle des choses. En gros, là, ce que je conseillerais, c'est une éducation à la clairvoyance. La clairvoyance normative, c'est avoir un minimum de connaissances sur nos connaissances. Certains appellent ça la métacognition, ce qui est un mot un petit peu scientifique, mais c'est l'idée quand même qu'on a besoin non seulement de connaître, mais de savoir pourquoi on connaît et comment on connaît. Et donc en cas de crise, on risque d'être envahi par une tonalité tellement émotionnelle qu'on oubliera d'avoir cette pensée un peu de recul critique qui nous questionnera sur notre propre façon de connaître. Et pas céder à la pente naturelle qui est la peur, hein, et essayer de... Bon, c'est facile à dire, hein, mais je pense qu'il faut s'armer intellectuellement contre les réflexes conditionnés, nos réflexes évolutifs d'ailleurs qui s'expliquent parfois souvent par notre histoire évolutive. Je reviens toujours un peu au même sujet. Et voilà, pas céder à ce qui nous fait peur ou trop plaisir, c'est souvent l'origine de beaucoup de nos biais, quoi. Le conseil que je pourrais donner, il est simple. Éviter de laisser parler ses craintes ou ses peurs pour s'informer. C'est-à-dire faire encore plus attention aux nouvelles qui vont déjà dans le sens de ce que l'on pense qu'aux nouvelles qui vont dans le sens inverse. Si je plaide pour ma paroisse, entre guillemets, c'est je pense identifier quand même les médias qui sont les sources d'information qui sont sérieuses. Donc il y a des médias notamment, la presse écrite, mais il y a aussi quelques-uns, la radio et la télévision qui peuvent être sérieux. Et je pense que c'est très important de savoir identifier les bonnes sources, de savoir que les journalistes, il y a quand même beaucoup de journalistes qui font de la bonne information. Ça peut être aussi des vulgarisateurs, il y a aussi des très bonnes personnes qui font de la bonne information. Et puis en fait les administrations scientifiques, je veux dire les grands centres de recherche, que ce soit l'INSERM, que ce soit le CNRS, etc., qui fournissent de l'information de qualité de plus en plus. Et je pense qu'il faut savoir douter, bien sûr, il faut savoir remettre en question certaines informations, mais il faut aussi savoir reconnaître que certaines sources sont les plus à même de vous fournir des informations fiables. En fait.
Pas évident, tous les critères de choix sont faillibles. Donc non, je pense qu'il faut arriver à identifier des médias qui ont fait preuve de leur fiabilité dans le passé, notamment sur les sujets scientifiques. Et c'est ceux qui méritent le plus notre confiance et on peut essayer de s'appuyer dessus pour la prochaine crise. Alors c'est toujours difficile, mais je pense que comme toutes les crises, elles ne se passent bien que parce qu'on les a préparées avant. Et je pense que c'est de commencer maintenant à identifier chez les vulgarisateurs, dans certains médias, dans certaines chaînes peut-être, des relais que vous estimez de confiance, tester à quel point vous pouvez leur faire confiance sur des sujets auxquels vous y connaissez un petit peu. Et puis quand il y aura une autre crise parce qu'elle arrivera, moi de par ma spécialité je pense que ce sera une autre zoonose, mais voilà, vous aurez comme ça déjà identifié des relais auxquels vous pourrez faire confiance pour vous délivrer une information qui sera la plus fiable possible en fonction de ce qu'on saura à ce moment-là, qui sera forcément fragile et changeant, puisque c'est une crise, et surtout des relais auxquels vous pourrez faire confiance pour vous dire quand ils se seront trompés et quand ils changeront d'avis. Et ça, c'est primordial lorsqu'on est encore en train de construire des savoirs, surtout dans l'urgence. Alors ouais, très important la question de la fiabilité des sources. Il faut écouter les sources médiatiques dont on a des raisons de croire qu'elles sont portées, constituées par des vrais professionnels qui ont des incitations réputationnelles à dire des choses vraies. Que le problème des fake news et de la mésinformation, c'est que c'est souvent des gens qui sont pas dans la profession journalistique et du coup il n'y a pas de mécanisme réputationnel pour les punir, pour les virer, pour les shamer s'ils disent de la merde. Et du coup il faut se concentrer sur les sources médiatiques qui sont traditionnellement des vraies corporations, des vrais milieux dans lesquels tout le monde se connaît et on peut se sanctionner un peu mutuellement, un peu comme en science. Et pour ce qui est de la communication de crise, je pense que les gouvernements doivent à la fois donner un message sur l'ampleur de la menace qui soit un peu motivationnel, mais qui doivent aussi apporter des informations sur comment faire face à la menace. Il ne faut pas juste envoyer un signal d'alarme, il faut dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour se protéger et protéger les gens autour d'eux. Il y a deux éléments qui sont vraiment constitutifs et qui sont nécessaires l'un avec l'autre. Si tu n'as qu'un seul morceau du message, tu ne vas pas réussir à motiver les gens à prendre des actions responsables, en particulier par exemple, en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle par exemple. Si ce qui est important, c'est de ne pas se tromper sur des questions scientifiques. Je pense que sans être scientifique, c'est toujours compliqué de se faire une idée, mais on peut se tromper un peu moins en ayant des informations sur la façon dont fonctionne la science et notamment les publications scientifiques, c'est-à-dire apprendre à chercher dans les publications scientifiques, à savoir évaluer de manière approximative, mais c'est mieux que rien, si une revue est sérieuse ou pas, si un article va dans le sens du consensus ou pas. Des choses comme ça. Ça c'est déjà assez élaboré comme compétence. Oui, c'est déjà assez élaboré. Mais c'est pas forcément si compliqué que ça. Par exemple, la plupart des gens ne savent pas qu'un livre, ça a moins de valeur en sciences qu'un article scientifique. Et juste ça fait déjà une information. Beaucoup aussi confondent les revues scientifiques et les revues de diffusion, qui ne sont pas la même chose. Ce qui ne veut pas dire que, évidemment, ce qui est dans une revue de diffusion est à jeter forcément, mais la fiabilité est moindre. Quand j'ai pas un avis ou je suis pas trop sûr de moi, je préfère me taire. Je préfère rien dire que dire un truc faux. Dis donc, et au fait, le fameux Assamandax de la Tronchambier, il aurait répondu quoi? Parce que c'est un peu facile d'aller alpaguer les gens et d'exiger d'eux des réponses. Qu'est-ce qu'il aurait dit, lui? La réponse également à la question 2, c'est l'époquer. Quand il y a une crise, est-ce qu'il est vraiment nécessaire que moi, à mon niveau, j'ai un avis sur la question qui presse? Si oui, alors il faut que je décide, mais la plupart du temps, en fait, non. Il est bien possible que je puisse passer un jour, 2 jours, 3 semaines sans avoir d'opinion. Auquel cas, ça me laisse la liberté d'avoir un avis ou un autre et d'en changer. C'est mieux, c'est plus sage en fait, c'est de la sagesse. Voilà pour la question numéro 2. Évidemment, allez consulter les vidéos qui correspondent à la question 1 et puis à la question 3, parce que les 3 questions ensemble, c'est plus intéressant. Et puis, pensez à partager le lien de cette vidéo. Merci pour votre soutien, etc. Comme d'hab, à bientôt, des bises.